J'avais envie de dire, mais monsieur, si vous saviez dans la position dans laquelle vous me mettez à l'instant T, mais c'est ça qui me fait aussi avancer, puisque ça me fait sortir de ma zone de confort. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui on va aborder un sujet dont on parle peu, faire des études de santé avec un handicap ou des troubles invisibles. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Coralie, tu es ancienne préparatrice en pharmacie, aujourd'hui étudiante en deuxième année de pharmacie. Tu as souffert de phobie sociale et tu es également hypersensible. Quant à toi, Thibaut, tu es actuellement étudiant en LAS2. Tu es atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et tu es également dyslexique. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci. Que vous soyez engagé dans une filière santé ou simple curieux, je pense que cet épisode est fait pour vous. On y va ? On y va. On y va. Alors on va commencer par le début. Comment est-ce que vos troubles ont impacté votre scolarité, que ce soit au collège ou au lycée ? Toi Thibaut. Oh, ça s'est vu jeune, enfant. Arrivé au CP, la professeure a demandé à mes parents de voir auprès de spécialistes si j'avais pas besoin d'aller en école spécifique parce qu'elle me trouvait trop turbulent et elle trouvait qu'il y avait un petit problème. Du coup, mes parents m'ont fait aller voir un psy pour voir où c'en était. Donc, j'avais pas de retard ou quoi que ce soit, mais du coup, il s'est avéré que j'avais une dyslexie. Et à l'époque, tout ce qui était trouble de l'attention n'était pas... On n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout. Ça a été noté sur le compte-rendu, mais ça a été un peu passé sous le tapis. J'ai continué comme ça toute ma scolarité. J'ai passé mon primaire à aller voir un orthophoniste pour m'aider au niveau de la diction, au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture. Et j'ai continué ma scolarité comme ça. Donc tu as été diagnostiqué très tôt pour la dyslexie, par contre le TDAH pas du tout. Lorsque j'ai voulu reprendre mes études, à la suite, tout bêtement, d'un épisode de New Amsterdam, où une des médecins parlait du trouble de l'attention aux États-Unis et de la prise de médicaments, et du coup je ne savais même pas du coup que c'était entre guillemets une maladie ou quelque chose, ce que ça représentait pour moi. Un trouble en tout cas. Voilà, c'est ça. Du coup j'ai commencé à me renseigner là-dessus, et quelques années plus tard, quand j'en suis venu à me demander est-ce que je reprendrais pas les études, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça bien, et j'ai renouvelé toutes mes diagnostics, et j'ai mis en place avec du coup mon psychiatre un traitement pour le trouble de l'attention. Toi Coralie, ça s'est manifesté aussi pendant ta scolarité ? Est-ce que ça a perturbé ta scolarité obligatoire ? Oui, alors moi, ça s'est manifesté à la fin du collège, mais en fait au début du lycée. Et oui, ça a impacté ma scolarité dans le sens où en fait au lycée, en seconde, j'ai loupé un trimestre, à tel point que même mes professeurs pensaient que j'allais redoubler, que je n'aurais pas mon bac. Et ensuite, ça a continué. Parce que tu pouvais plus aller à l'école ? Non, absolument pas. J'ai loupé un trimestre en seconde année. C'était impossible pour moi d'aller en cours. Et ensuite, ça a continué lors de mes études de préparatrice en pharmacie, où là, ça a été décuplé. Et un diagnostic a été posé assez tôt ? Oui, assez tôt, effectivement. Oui. On savait qu'il y avait une affection au niveau du versant psychologique me concernant, quoi. Oui. Et est-ce que ce diagnostic et cette scolarité ont eu une influence sur ton choix d'orientation professionnelle ? Au moment où tu as dû, après ton bac, choisir une orientation ? En fait, du coup, surtout cette pathologie, ça a affecté le parcours que j'aurais voulu initialement pour moi. Mais après, c'est pas ça qui m'a motivée à choisir pharmacie par la suite. Et le parcours que tu voulais initialement pour toi, c'était quoi ? En fait, initialement, j'aurais voulu faire un bac scientifique pour pouvoir après me diriger dans des études toujours dans le milieu de la santé, quoi. D'accord. Et là, tu es passée par la formation préparatrice en pharmacie, finalement un petit peu contrainte par ta pathologie ou... Contrainte, je sais pas si je peux dire ça parce que ça s'est imposé à moi comme une évidence. Mais après, c'est juste que c'est ma pathologie qui m'a mis des barrières dans mon évolution tout au long de mon cursus scolaire, quoi. D'accord. Thibaut, toi, tu as donc suivi une scolarité à peu près normale une fois que tu as été pris en charge, à part l'absence du diagnostic de TDAH. Quand t'es arrivé le choix
de l'orientation au lycée. Ça s'est passé comment? Quel impact ça a eu? Est-ce que tu as dû renoncer à certaines choses? Mais en fait, l'orientation est venue beaucoup plus tôt parce que j'ai décidé au collège que je voulais aller dans le milieu de la restauration parce que j'avais un oncle qui travaillait là-dedans et que je voyais ça vraiment comme quelque chose de génial. Donc à la suite du collège, j'ai fait un bac pro restauration. Donc je n'avais pas à me poser la question de qu'est-ce que je fais après mon bac, mais j'ai continué vers une mention complémentaire de dessert. Et j'ai continué ma vie comme ça, sans me poser de soucis, pendant quelques années après. Tu as travaillé combien de temps dans la restauration? J'ai travaillé 5 ans dans la restauration, où j'ai beaucoup bougé. Je me suis vu refuser un Erasmus, mais du coup, je suis quand même parti quelques mois vivre en Angleterre pour l'expérience. À la suite de quoi, j'ai fait réaliser plusieurs saisons dans la restauration. Et où, après cela, j'ai préféré me bifurquer vers la pâtisserie de boulangerie-pâtisserie, qui était avec des horaires plus stables et où j'arrivais mieux à m'organiser dans ma vie avec cette stabilité. Et à la suite de quoi, je me suis réorienté vers d'autres études. Vous avez tous les deux exercé une profession pendant un certain temps, profession que vous aviez choisie dans laquelle vous vous épanouissiez relativement, toi la restauration, toi préparatrice en pharmacie. Il y a un moment où vous avez eu la force de vous dire « j'avais ça dans le coin de ma tête, ces études de santé, maintenant j'y vais ». Coralie, qu'est-ce qui t'a donné tout à coup cette force et cette énergie et fait que ce qui était difficilement possible il y a quelques années l'est devenu aujourd'hui? Déjà, il y a eu un cheminement qui a été fait de ma part. Ensuite, nous, on a eu la réforme en 2021, donc j'ai mis plus de 2 ans à cogiter vraiment le projet parce que je l'avais dans un coin de ma tête, mais je m'y refusais en fait, vraiment à me dire qu'un jour ça serait possible pour moi. Et avec le soutien de mon entourage professionnel en fait, et après de mon entourage familial, je me suis dit, si mon entourage professionnel croit en moi, je me suis dit, c'est que peut-être moi, je peux peut-être à un moment donné croire en moi, il y a peut-être un espoir que ma candidature puisse les intéresser. Donc du coup, j'ai dit, je tente, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est le dispositif passerelle qui, quelque part, t'a donné l'énergie de te dire et pourquoi pas. Oui, tout à fait. Et le soutien que tu as eu autour de toi. Exactement. Et toi, Thibaut, ce virage à 360 degrés de la restauration à une profession de santé, de te dire, en fait, tu avais un bac professionnel, si je me trompe pas, de te dire, voilà, il va falloir que je fasse une remise à niveau scientifique, donc c'est quand même un parcours du combattant. Ensuite, que je me lance dans une PASS ou dans une LAS, Parcoursup, etc. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, est-ce que c'est le fait que ton TDAH ait été diagnostiqué, que tu aies été traité, ou pas du tout, c'est un moment où tu as trouvé cette énergie et surmonté ces difficultés? Alors c'est venu avant de mon diagnostic de trouble de l'attention. C'est à la suite d'une conversation avec un psychologue qui, en parlant à la fin de la séance, qui m'a dit « Mais est-ce que vous êtes heureux dans votre vie, dans ce que vous faites ?» Et je lui avais dit « J'aime ce que je fais, mais il me manquait quelque chose. Il manquait de la nouveauté, de quelque chose de poussé. » Et c'est vrai qu'on retrouve ça. On retrouve beaucoup ça dans le côté scientifique. J'aurais pu essayer de faire ça aussi dans le côté restauration, dans de la recherche culinaire, ça aurait pu se faire, mais et il m'a un peu tiré les verres du nez en mode, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous voudriez faire ou que vous n'avez jamais voulu faire? Et je lui dis que oui, j'aurais bien aimé partir vers des études médicales, mais que je m'en sentais pas forcément capable et que j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Et il m'a dit, mais vous savez, moi, j'ai repris les études à 30 ans et je suis devenu psychologue à ce moment-là. Il m'a dit, réfléchissez-y et faites des recherches sur combien de temps ça vous prendrait pour vous relancer. Et si ça passe pas, vous avez toujours votre métier, vous pourrez toujours continuer à faire ce que vous voulez, mais vous pourrez pas dire plus tard que si j'avais su. Et du coup, le soir même, je suis rentré, j'avais fait des recherches pour savoir déjà comment reprendre les études pour avoir un niveau scientifique. Oui, parce qu'il a fallu une remise à niveau scientifique déjà. Et à partir de là, ça a été un long chemin, mais en fait, ça a été vraiment ce soir-là où je me suis dit, ok, c'est ça. Et à la suite de ça, pendant 6 mois, je me suis renseigné. Et un an et demi après ce rendez-vous, je reprenais mes études. Et après, donc, vient le moment où tu reprends tes études. Donc, d'abord, la remise à niveau scientifique, puis ensuite, la PASS, puisque tu as été admis en PASS sur Parcoursup. Est-ce que là, le fait d'avoir tes troubles qui ont été diagnostiqués, ça a imposé à la fac de mettre en place un accompagnement spécifique, ou est-ce que toi, tu as bénéficié d'un accompagnement spécifique ou pas du tout? La fac ne met pas de
quelque chose pour ça spécifiquement, mais par contre, on peut demander à avoir un tiers-temps. J'ai eu mon tiers-temps lors de ma reprise de la première année pour me remettre à niveau, qui a été un peu compliqué à avoir parce qu'il faut il demande des diagnostics récents. Donc il faut tout repasser, aller voir des spécialistes, voilà. Mais l'année de la passe, avoir un tiers-temps, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que forcément, vu que c'est un concours très sélectif, ils veulent à tout prix éviter des avantages pour quiconque. Donc on doit composer un dossier complet qui passe après sous un jury du médecin relié à la fac, d'un psychologue et il me semble aussi d'un neurologue. Et on passe après devant ce conseil pour exposer notre cas et qui valide ou pas notre tiers-temps. Et pour donner un exemple, sur les 1000 personnes qu'on était de la passe, on a été 12 dans une salle à part pour le tiers-temps et environ pareil pour les temps compensatoires. Tu as dû faire toutes ces démarches pendant que tu étais en passe ou tu as pu faire ça avant ? Pendant la première année, pendant les premiers mois de passe, on nous dit ce qu'il faut faire. Et vu qu'on n'a que l'examen en décembre, ça leur laisse le temps de nous donner l'attribution pour le tiers-temps. Mais ça veut dire quand même que ça demande de l'énergie, de l'investissement. C'est un peu une lutte quand même que tu dois faire en plus de faire ton examen de passe, enfin de préparer ta passe qui est quand même pas évidente. Effectivement, mais vu que l'année d'avant j'avais du coup fait mon DAU, du coup ma remise à niveau à Toulouse aussi. J'étais déjà en contact avec le médecin. Une partie de mon dossier était déjà complétée chez eux. Et j'avais déjà pendant 3 mois galéré à avoir le tiers-temps. Donc t'étais armé ? Ouais, c'est ça. Je savais déjà qui allait voir, quel parcours suivre. Et j'avais déjà une partie des documents nécessaires. Mais sacré parcours du combattant quand même. Quand même. Donc toi, tu étais préparatrice en pharmacie, tu as fait une passerelle qui t'a donné accès directement à la 2e année de pharmacie. Est-ce que au moment de cette sélection passerelle, puisqu'en fait c'est une sélection sur dossier et un oral, et puis maintenant au cours de ta 2e année de pharmacie, est-ce que tu bénéficies d'un accompagnement spécifique ? Alors moi, en fait, jamais déjà j'aurais imaginé être éligible à ça. Et en fait, surtout, je n'en ai absolument pas fait part lors de ma candidature parce que j'avais peur qu'en fait, ça puisse être un handicap pour moi et que du coup, en fait, ma candidature ne soit pas forcément prise en considération. Donc tu l'as caché pour éviter que ça perturbe ta candidature ? Oui. À tort ou à raison, je sais pas. Hein. Mais oui. Et aujourd'hui, tu en as fait part à tes professeurs, tes tuteurs ? Alors voilà, à la fac, j'ai eu la chance d'avoir... on m'a attribué un tuteur, donc du coup j'ai une tutrice qui est extrêmement bienveillante et je la remercie infiniment. Et c'est elle en fait quand elle a vu mon cas, quand je lui ai expliqué ce qui se passait, mon ressenti, tout ça, et que j'ai réussi à verbaliser tout ça parce que c'est dur, parce qu'on se sent pas forcément légitime. Elle m'a dit non mais Coralie, c'est pas une faveur qu'on vous fait, elle me fait... Vous allez faire la demande, elle me fait. Vous allez faire la demande. Parce que pour moi, les autres étaient légitimes à avoir un tiers-temps. Mais moi, j'en avais jamais eu dans ma vie. Et c'était pas concevable, en fait. Donc finalement, vous avez tendance à ressentir cet aménagement comme un avantage, alors que c'est un dû. Enfin, je sais pas, c'est curieux, non ? Mais lors de ma reprise d'études, on était plusieurs, bizarrement. J'étais pas du tout le seul dans mon cas, dans la reprise d'études. Et beaucoup de personnes faisaient le choix de ne pas demander un tiers-temps, peut-être par fierté ou par peur d'être jugé. Par peur d'être jugé, parce que autant dans certaines filières, on a une salle spécifique où on nous pointe pas trop du doigt. Autant je vois cette année en licence, on arrive en classe. Le professeur demande c'est qui les tiers-temps ? On est obligé de s'annoncer. Donc moi, personnellement, ça ne me pose plus de soucis. Parce que je suis à l'aise avec ça. Enfin, je suis OK avec moi-même. Tu as une certaine maturité aussi. Mais je sais que je pense que ça va pouvoir poser problème à certaines personnes qui, en arrivant dans une licence, ou même au collège ou au lycée, pourraient... un gamin de 18 ans... ne pas vouloir que cela crée... Certaines personnes ont eu des réflexions du style « Ah, t'as de la chance, t'as du temps en plus » ou « Ah, mais ça va, c'est bien pour toi parce que dans une salle à part, il n'y a pas le bruit. » Je pense que certaines personnes doivent vouloir éviter ce genre de réflexion. Et comment vos handicaps ou vos troubles respectifs impactent concrètement vos études ? Coralie, comment ça se manifeste tes difficultés ?
Alors, on dirait pas déjà parce qu'après abord, tous ceux qui m'entourent à la fac ne s'en doutent pas et c'est pas quelque chose dont je me vante. Ouais, les troubles invisibles. Hein. Voilà. Bon, Dieu merci, j'ai un traitement. Mais en fait, c'est un peu se lever le matin, vraiment avec la boule au ventre parce que sachant qu'on va être confronté à d'autres personnes, faut dire ce qui est, à la fac, il y a un grand nombre de personnes. Donc voilà, en plus, je tiens surtout, voilà, compte tenu de mon retard, puisque j'ai fait une passerelle, je tiens à aller à tous les TD, tous les CM et tous les TP. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, c'est une boule au ventre, c'est une angoisse permanente. La question de se demander si on est toujours légitime, voilà, la culpabilité aussi de se dire, est-ce qu'on n'a pas pris la place à quelqu'un qui peut-être le méritait plus. Mais du coup, j'essaie de faire abstraction de tout ça parce qu'en fait, c'est vraiment le projet de ma vie, c'est ma vocation. Donc, j'essaie de passer outre. Mais je pourrais pas le décrire parce qu'intérieurement, c'est indescriptible. Franchement, faut le vivre, je pense, pour le comprendre et je le souhaite à personne. Donc finalement, pour toi, rien que le matin, te rendre en amphithéâtre avec plein de gens autour de toi, c'est réellement une épreuve? Oui, je donne un petit exemple. Par exemple, on n'est pas très nombreux en amphi, c'est pas tout le monde qui va en cours puisque c'est pas obligatoire. Mais j'étais en cours de pharmaco et à un moment, je commençais à avoir un gros coup de stress parce que je ne comprenais plus le cours. Et du coup, je cherchais quelque chose dans l'amphithéâtre pour me fixer puisque même ma binôme qui était à côté de moi n'arrivait pas à m'apaiser. Et là, le professeur me regarde, il me fait « Eh bien, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle ?» Et là, tout l'amphi me regarde. Et là, je l'ai regardé, je me suis contenue pour ne pas fondre en larmes, j'ai fait « c'est le stress ». Mais à ce moment-là, j'avais envie d'être enfouie 6 pieds sous terre parce que il ne sait pas ce que j'ai puisque je l'ai caché. Mais j'avais envie de dire « Mais monsieur, si vous saviez dans la position dans laquelle vous me mettez à l'instant T, vraiment... Mais c'est ça qui me fait aussi avancer puisque ça me fait sortir de ma zone de confort. » Oui, c'est pas simple. Toi, Thibaut, comment ça impacte concrètement ton quotidien en tant qu'étudiant maintenant? Cela va être plus... mon plus gros souci, ça va être me mettre au travail. Quand j'arrive à rentrer dans ce que je suis en train de réviser, je peux le réviser pendant longtemps, euh, à faire la même matière pendant 4, 5, 6, 7 heures d'affilée, c'est pas un souci. Mais ça va être plus me mettre au travail qui me pose problème et où du coup repousser, trouver des excuses, faire autre chose. Et ça va être un problème. Parce que je vais beaucoup mieux marcher sous le stress. Dès que les examens vont arriver, le stress va monter. Donc du coup, là, j'arrive à beaucoup plus me mettre au travail parce que le stress parle et du coup, ça vient plus naturellement. Donc ça va être plus arriver à trouver une organisation qui allie la vie du quotidien à la vie de l'école, en trouvant un certain équilibre pour ça. Mais c'est vrai qu'en grandissant et en ayant maintenant un peu plus de maturité et en faisant des études que j'ai souhaité faire, je subis moins les cours. Donc j'avais un peu moins quand même cet aspect de j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai choisi d'être là. Donc comparé quand j'étais au collège où c'était plutôt compliqué. Et comment tu ferais la différence? Alors, moi, je suis vraiment extérieure à la question, donc ma question est très, on va dire, d'ordre naïf. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants, en règle générale, qui ont tendance à la procrastination. Quelle est la différence entre cette tendance et réellement la pathologie dont tu souffres? Je pense qu'on se pose même nous-mêmes la question de quelle est la frontière entre la flemme personnelle et le trouble qui parle. Je vois beaucoup plus la frontière lorsque je suis en traitement. Lors de mon année de passe, lorsque je suis en traitement, j'arrivais beaucoup plus à rentrer facilement dans ce que j'étudiais et à y rester longtemps sans être déconcentré par autre chose. Là, cette année, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu du mal à suivre mon traitement, voire même pas du tout, parce que le prendre périodiquement accentue les effets secondaires qui sont pas forcément agréables. Donc, il y a des moments où je préfère ne pas le prendre, parce qu'il faut avoir une certaine rigueur dans la prise du traitement. Ce qui, cette année, je n'ai pas réussi à avoir. Donc, je ne le prends pas, malheureusement. Mais qu'il faudrait. Je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que là, du coup, c'est plutôt c'est plutôt l'enseignante qui va parler. Tu as dit, c'est vrai qu'on se pose nous-mêmes, en tant que malades, la question de la frontière entre la flemme, la paresse et le trouble dont tu es atteint. Des étudiants qui ont tendance à la procrastination, quand ils sont notamment en études de santé, ils sont extrêmement volontaires. Ils veulent y arriver.
Donc, leur faire comprendre que leur procrastination n'est absolument pas de la paresse, même sans trouble, c'est déjà un travail énorme pour les enseignants, de leur faire admettre qu'en fait, c'est une forme de stress, déjà. Après, la frontière entre le pathologique et le non pathologique, ça, c'est les professionnels qui le définissent. Mais la procrastination, d'une manière générale, quand on est dans une filière qu'on aime et dans laquelle on veut réussir, ne peut jamais être apparentée à une forme de paresse. Alors, j'imagine que si un étudiant sans trouble peut ressentir cette forme de culpabilité en disant « j'ai procrastiné, je suis un flemmard, au secours », et quelque part se culpabiliser, j'ose même pas imaginer ce que c'est quand on est atteint d'un TDAH et qu'en fait on est dans cette situation, on a vraiment du mal à s'y mettre et que même diagnostiqué, tu es encore en train de te poser la question de savoir si c'est une forme de paresse. C'est quand même dur. Je pense que les personnes peuvent trouver ça dur, mais j'ai toujours vécu comme ça. Est-ce que du coup, j'y suis habitué et ce qu'une autre personne pourrait trouver dur, je ne le vivrais peut-être pas comme ça parce que j'ai toujours été comme ça, donc je le vois. Non, pour en parler avec de l'entourage, lorsque j'ai réfléchi à cet entretien, on m'a dit, mais est-ce que tu vois ça comme un handicap? Personnellement, je ne me vois pas comme étant handicapé ou avoir un handicap. Je sais que j'ai des problèmes à me mettre à certaines choses, à faire certaines choses, mais voilà. Du coup, je pense que c'est du point de vue de chacun de comment ils arrivent à allier je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir conscience qu'on a cette situation et que de ne pas trop se flageller dans certaines situations, mais quand même être au courant et pas non plus avoir un total laisser-aller dans certaines situations et des fois essayer de se mettre un petit coup de pied aux fesses soi-même. Si des jeunes aujourd'hui qui sont dans la même situation que vous, qui souffrent d'un trouble 10, de TDAH, d'hypersensibilité, de phobie scolaire ou sociale, se dit « je ne peux pas devenir un professionnel de santé, ce n'est pas pour moi parce que j'ai cet obstacle-là ». Coralie, tu lui dirais quoi ? Alors déjà que j'en suis la preuve, puisque bon, je suis pas pharmacienne, mais je suis préparatrice en pharmacie, et que là, en fait, je vais me placer sur le point de vue du professionnel de santé. En fait, il faut verbaliser, il faut communiquer. En fait, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir débloquer, créer des leviers et vraiment faire une prise en charge du patient. Parce qu'en fait, sans la communication, sans la verbalisation, si on est face à un patient qui, lui, ne peut pas verbaliser son mal-être, son ressenti, on ne sera pas au mieux à même de l'aider et d'adapter la prise en charge. Donc, est-ce que toi, même dans ta pratique future, puisque tu es maintenant étudiante en pharmacie, est-ce que dans ta pratique future, ça va avoir une influence ? Ah oui, c'est certain que oui. C'est certain. Et un jeune qui veut aujourd'hui se lancer dans des études comme les tiennes, donc devenir pharmacien, avec les troubles dont tu souffres, tu es la preuve que c'est possible ? C'est possible. Dur, mais possible. C'est dur, mais c'est possible, mais le jeu en vaut la chandelle. Sacré message d'espoir. Hein. Thibaut, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin beaucoup, heureusement grâce au diagnostic, beaucoup de jeunes qui ont pu être diagnostiqués. Qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message après tout ce que tu as traversé ? J'ai un message de soutien que j'ai eu de la part du neurologue qui était présent lors de l'évaluation pour le tiers-temps, qui à la fin de cet entretien, en dehors de tout cadre formel, m'a dit, vous savez, c'est possible. Il m'a dit, actuellement, je travaille avec un collaborateur qui est en dernière année, qui va soutenir sa thèse, il me semble, qui avant ça avait fait un CAP de pâtissier et qui actuellement, du coup, avait aussi un trouble de l'attention et qui, du coup, allait soutenir sa thèse. Et donc, il m'a dit, c'est possible. Il m'a dit, lâchez rien, accrochez-vous. Si vous vous donnez les moyens, vous pourrez le faire. Finalement, c'est de voir que quelqu'un avait réussi, qui t'a donné le courage et la force d'y aller, toi aussi ? M'a plus soutenu dans l'idée de ce que j'étais en train d'essayer de faire. Et est-ce que globalement, est-ce que vous vous sentez soutenu, compris aussi, par rapport aux autres étudiants, aux professeurs, à votre entourage familial, dans ce choix de reprise d'études et le courage dont vous faites preuve de savoir que vous avez des difficultés supplémentaires à
à surmonter. Est-ce que tu sens du soutien autour de toi ? Oui, je pense que j'ai la chance d'avoir une famille avec laquelle je suis proche et qui me soutient dans mes choix et dans cette situation, qui ont toujours été au courant et qui n'ont jamais fait de ça un obstacle et qui m'ont dit, peu importe comment c'est, si tu veux le faire, fais-le et va jusqu'au bout. Mais si tu veux le faire, tu le fais vraiment. C'est juste ça. Va au bout. Voilà, si tu as envie, fais-le. Toi, Coralie, tu sens aussi de la bienveillance ? Oui, alors moi j'ai énormément de chance, j'ai un soutien sans faille de la part de mon entourage familial et professionnel. Après moi, comme je l'ai dit, c'est pas tous les professeurs qui sont au courant et avec du recul, je pense que j'aurais dû dire la vérité parce que ça explique certaines de mes crises d'angoisse et certaines de mes notes au partiel où j'ai vraiment été dans l'incapacité, où je savais par cœur puisque voilà, j'ai pas le niveau mais du coup je suis obligée de fournir un travail régulier et constant. Et en fait, quand je suis devant la copie, je perds totalement tous mes moyens. Donc, avec du recul, je pense que le message à faire passer aux étudiants, c'est qu'il faut en parler et il faut être bien entouré. Et j'ai cette chance-là. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir eu le courage de parler de quelque chose qui n'est pas simple, d'avoir aussi montré que c'était possible, d'avoir donné finalement beaucoup d'espoir et un message très positif. Et de montrer qu'on peut croire en ses rêves et qu'on a raison de le faire. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.